j'enseigne, je suis pas prof d'éducation, donc ce que je vais vous montrer, c'est pas de la théorie, c'est pas des tests, c'est plutôt qu'est-ce qu'on essaie de faire à l'Université de Montpellier, en particulier à la Faculté des Sciences, depuis quelques années maintenant, et puis des pistes de ce que j'aimerais faire avec potentiellement des collègues qui sont ici, parce que ça m'intéresserait beaucoup. Bref, donc je vais vous parler d'enseigner l'esprit critique dans le supérieur. Alors comme on l'a dit, hein, moi je suis chercheur en écologie évolutive, donc je m'intéresse à comment les espèces s'adaptent à leur environnement, et mon exemple de travail c'est le moustique et la résistance aux insecticides, donc vous voyez, rien à voir avec quoi que ce soit d'humain, ou presque. Et par ailleurs, je suis du coup à la Faculté des Sciences de Montpellier, qui est dans l'Université de Montpellier, de l'autre côté de la haute demande, et dans le département biologie-écologie en particulier. Alors, les constats qu'on fait tous un petit peu, c'est que ça devient difficile de savoir des fois, de démêler le vrai du faux, simplement parce que on a énormément d'informations. Je vous ai mis des trucs que j'ai trouvés sur Internet qui montrent visuellement, j'espère, le nombre de canaux et de choses sur lesquels on peut trouver de l'information, diverses et variées, avec des vieux trucs et puis des trucs plus récents. Globalement, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que dans l'enseignement pré-supérieur, c'est-à-dire le primaire, le secondaire, globalement, l'enseignement des sciences, c'est souvent un petit peu le parent pauvre, effectivement, probablement parce que beaucoup de gens qui enseignent dans le primaire, par exemple, n'ont pas été formés aux sciences. L'essentiel des enseignants viennent plutôt des lettres ou de ce domaine-là, assez peu viennent du domaine des sciences. Et même dans le secondaire, finalement, c'est pas non plus une place énorme, et c'est une place qui a tendance à plutôt être réduite, avec une exception qui est les mathématiques qui sont considérées comme étant le top du top. Là-dessus, on peut discuter, mais après je suis biologiste, donc je ne suis pas complètement objectif, je pense. Néanmoins, il y a quand même quelque chose dans le programme du secondaire qui a été demandé, notamment, qui est inclus dans les programmes, c'est l'idée d'enseigner l'esprit critique tout au long du secondaire, et ce qu'on s'est dit en fait, c'est que on pourrait aussi s'appliquer ça dans le supérieur, et en particulier parce que quand on discute avec les collègues du supérieur en sciences, donc les collègues scientifiques, on se rend compte que la plupart disent que en fait nos étudiants ils comprennent rien à rien. C'est un peu, je caricature mais à peine, et surtout qu'en fait ils comprennent pas ce que c'est que la méthode scientifique ou les méthodes scientifiques suivant comment vous voulez l'appeler. Moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est plutôt les méthodes scientifiques parce qu'il n'y en a pas qu'une à mon avis, et en fait elle n'est pas très différente de raisonner correctement la plupart du temps, donc c'est juste un peu poussé dans la procédure, mais pas tellement différent par nature. Et en tout cas, clairement, les collègues se plaignent de ça beaucoup, qu'il y a un manque de compréhension. Et la question qu'on est plusieurs à se dire, c'est en fait, ouais, mais est-ce qu'on vraiment leur donne les moyens de le faire? Est-ce qu'à un moment, on leur enseigne réellement comment raisonner, comment réfléchir, etc. Ou est-ce qu'on considère qu'en faisant nos cours, ils vont, par une sorte d'imprégnation, finalement, finir par comprendre? Et ça a été quelque chose qui nous occupe pas mal, en particulier dans le département biologie-écologie. Alors, on a des collègues en particulier qui sont très amateurs de pédagogie innovante, avec toutes les limites dont tu as parlé juste avant, et que je partage en grande partie. Mais c'est vrai que c'est un peu à la mode, ça fait bien aussi dans les dossiers de promotion, donc pourquoi pas. Il s'avère qu'il y a quelques années, en 2018 en l'occurrence, je me suis retrouvé en charge de réfléchir de guider plutôt la réflexion, d'animer la réflexion autour de la rénovation de la formation de licence à la Faculté des Sciences, en sciences de la vie en particulier. Je me suis retrouvé là un peu par hasard, hein, simplement parce que j'avais commencé à dire qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, et on m'a dit, bah tiens, vas-y. Et du coup, on a travaillé avec des collègues. Vous savez qu'à l'université, on raisonne sous la forme de crédits européens, et en gros, une année, c'est 60 crédits européens. Voilà. Et pour avoir une licence, il faut en avoir 180. Et donc, nous, nos cours, en fait, on les rentre comme ça dans des crédits européens. Chaque cours a une valeur en crédits européens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la réflexion, on s'est retrouvé avec en L1 2 ECTS qui nous manquaient. C'est-à-dire qu'on en avait 58 au lieu de 60. Et là, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Et là, on a eu des collègues de physique qui nous ont dit, ah ben, nous, on fait des trucs super, ça intéresserait vachement vos étudiants, on fait de l'astronomie découverte, on leur montre tout plein d'images, ils adorent ça. Ouais. Et puis un autre collègue chimiste nous a dit, bah, nous, on a un truc, ça s'appelle chimie magique. C'est génial, on fait pousser des cristaux, ils adorent ça. Et je vous avoue qu'on n'a pas été complètement convaincus.
et qu'en plus le terme de chimie magique, moi, m'a fait un petit peu... À l'université, j'ai trouvé ça pas top comme idée. Et donc, un collègue est venu avec l'idée que ouais, mais ce serait peut-être bien d'essayer de les faire réfléchir plutôt et que ça leur serve à quelque chose, y compris potentiellement en dehors de l'université. Et du coup, là, ça a fait tilt parce que je me suis rappelé qu'il y avait une option, il y a longtemps, qui a été proposée à nos étudiants de l'A1 qui s'appelait zététique et autodéfense intellectuelle. Et donc, j'ai dit ça lors de la réunion, et du coup, on m'a dit « Ah, super idée, vas-y ». Comme d'habitude, quoi. En fait, celui qui parle, c'est celui qui... globalement. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bon, bah, on a 15-20 heures, là, pour nos L1. C'est pour tous les L1. Donc, ça veut dire que ça concerne l'intégralité des gens qui vont faire des sciences de la vie, et mine de rien, ça fait 700 étudiants à la fac de sciences. Hein. Donc, ça représente un volume non négligeable d'étudiants. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait les faire réfléchir hors des enseignements disciplinaires avec quelques objectifs assez clairs qu'on avait en tête. C'était les encourager à se poser des questions, à réfléchir à la fois sur leur formation et sur leurs pratiques, et les pratiques qu'on essaye de leur faire passer, affiner leur esprit critique et leur permettre de faire leur choix en connaissance de cause, donc aller au-delà de ce qui servira pour les études, mais même en faire des citoyens. Il y avait un peu cette ambition-là, peut-être un peu plus éclairée, un peu plus... voilà, c'est très très ambitieux. Hein. Donner envie d'utiliser sa raison tout en connaissant les forces et les limites, susciter la curiosité, l'autonomie, l'humilité intellectuelle aussi. On pensait que ça c'était un bon objectif. Et puis identifier ses positions professionnelles, puisqu'on a des étudiants qui sont dans des formations scientifiques, donc qui sont amenés à devenir des scientifiques eux-mêmes et potentiellement à porter un discours scientifique dans la société. Quel que soit leur niveau auquel ils vont sortir. Ils auront fait une licence, peut-être un master, peut-être un doctorat. C'est des gens où, par exemple, leur famille va se tourner vers eux spontanément en disant bah, « toi, tu es scientifique, vas-y, dis-nous quoi ». Donc on s'était dit ce serait peut-être pas mal qu'ils puissent un petit peu réfléchir à tout ça. Et donc on s'est dit bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Et là ça a été ouais, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas trop réinventer la roue, parce que je ne vois pas l'intérêt, je ne pense pas que je suis génial en aucun cas, et du coup je me suis dit je vais essayer de trouver des gens qui savent faire, et je me suis donc rappelé de cette QE qui avait lieu il y a longtemps avant, donc j'ai contacté les gens, et là on m'a dit bah, il y a d'autres personnes qui font ça, et en particulier, il y a des gens qui font ça très bien à Nîmes. En l'occurrence, il y a Denis Carotti, qui est professeur de physique-chimie dans un lycée de Marseille, mais qui est aussi chargé de cours à l'université et qui récemment a passé une thèse en philosophie autour de l'enseignement de la pensée critique. Et puis Jérémy Attard, qui lui est chercheur en physique théorique, qui est aussi chargé de cours à l'université de Marseille pour des doctorants également, et qui est en train de faire son doctorat en philosophie des sciences, notamment avec Denis Carotti. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de lien, et en fait tous les deux font partie de cette organisation que vous connaissez peut-être, le Cortex, qui est un réseau en fait qui cherche à mettre en lien des gens qui veulent participer à l'éducation, à l'esprit critique en particulier. C'est une sorte de cooptation. Pour faire partie du club, il faut être reconnu. J'en fais pas partie, hein, donc j'en parle sympathiquement parce qu'en fait j'ai pillé leur site en fait, mais globalement j'en fais pas partie, ça vient pas de moi. Je vous encourage aussi à lire ce petit article qu'ils ont écrit qui est très très bien. Les cours de Denis Carotti et de Jérémy Attard s'appuient aussi beaucoup sur les cours de Richard Monvoisin qui fait lui les choses à Grenoble et qui était en lien avec Bosch. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a repris leur cours et puis on l'a étoffé, on l'a adapté surtout à nos étudiants, puisque eux, ils enseignent ça à des L1 de psychologie à Nîmes. Nous, c'était pour des étudiants en sciences de la vie, c'est pas exactement les mêmes centres d'intérêt, c'est pas les mêmes référentiels, donc on a un petit peu adapté. Mais globalement, voilà à quoi ressemble un petit peu la série de cours, sachant que, évidemment, on a été limité un petit peu dans ce qu'on pouvait faire. Donc le premier, c'est une introduction sur c'est quoi l'esprit critique, quelle est la différence entre croyance, connaissance, et en quoi c'est pas si différent que ça. Qu'est-ce que c'est que les sciences, et puis les registres de discours, qu'est-ce qu'on peut affirmer comme étant une proposition scientifique, et puis qu'est-ce qui n'en est pas. Par exemple, j'aime le chocolat, bah ok, très bien. C'est une affirmation, mais elle n'est pas scientifique, et je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec, à part dire moi aussi. Le cours numéro 2, c'est surtout essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une preuve, qu'est-ce qu'on admet comme étant une preuve, est-ce qu'on peut faire confiance à nos perceptions, la notion de biais cognitif, qu'est-ce que vaut un témoignage, et à qui revient la charge de la preuve. Puisqu'on en a parlé tout à l'heure, hein, normalement ça revient à celui qui affirme, pas à celui qui dit que c'est à celui qui dit quelque chose d'extraordinaire de prouver qu'il a raison. Et normalement ça ne devrait pas être aux autres de démontrer que c'est pas vrai. Donc on parle aussi du curseur de vraisemblance, l'idée que en fait, croire en quelque chose,
c'est pas du 0-1 la plupart du temps, je suis quelque part entre 0 et 1, et puis les arguments qu'on va m'apporter vont pas me faire d'un seul coup passer à 1 ou passer à 0, ils vont me faire progresser un petit peu sur ce curseur, c'est beaucoup plus quantitatif que ça. Donc voilà, on parle un peu de tout ça, et puis ensuite, on va entrer dans des domaines un peu plus théoriques, mais sans aller trop loin, puisque ça reste quand même des L1 qui sortent du lycée, hein. Donc on va pas très très loin, mais on leur donne quelques petites bases sur l'épistémologie des sciences, notamment qu'est-ce que c'est qu'un fait scientifique, qu'est-ce qu'on entend par fait scientifique, comment on établit un fait scientifique, se rendre compte qu'en fait la méthode d'investigation est déterminante pour déterminer ce qu'est un fait à la fin. Leur rappeler aussi que c'est pas parce que c'est inexpliqué pour l'instant que ça sera toujours inexplicable. En prenant des exemples tirés de ce qu'ils connaissent, par exemple, on leur fait, à côté de ça, moi je leur fais un cours sur la génétique mendélienne. Dans le cours d'esprit critique, on leur montre à quel point, quand Mendel fait ses analyses, ses propositions, il appelle ça des facteurs réalité,taires, on n'a aucune idée de ce que c'est, on ne sait pas si ça existe, c'est une proposition théorique, il va falloir attendre plus de 50 ans, quasiment 100 ans, pour que ce soit effectivement validé, qu'on se rende compte que les chromosomes, les gènes, tout ça, ça existe. Et que c'est de l'ADN en particulier. De la même façon, on va discuter ce que c'est qu'une théorie. Tout à l'heure, t'en parlais Nicolas, effectivement, la notion de théorie, c'est quelque chose qui a un sens trivial et qui a un sens précis aussi dans le domaine scientifique. Et donc on fait la différence entre les deux, puisque c'est des étudiants qui vont devenir des scientifiques. Donc qu'est-ce que c'est qu'une théorie? Quels sont les critères épistémologiques pour que ce soit considéré comme une théorie? Et c'est pas juste une hypothèse, hein, c'est vraiment quelque chose qui explique un ensemble de faits et qui est coordonné avec d'autres théories. Donc voilà, on leur explique un peu tout ça en utilisant des exemples plus ou moins rigolos, hein, notamment l'indiquant. C'est pour ça que je vous l'ai mis. J'essaye quand même de temps en temps de rendre des choses un peu plus intéressantes. Et puis on a un autre cours, donc deux séries de cours, où là ça va être plutôt comprendre les données, comment on les présente, et quels sont les pièges liés à la présentation des données, puisqu'on est en science, la donnée chiffrée est souvent au cœur de nos formations, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un totem, et que ça devienne quelque chose qu'on ne critique pas. Donc on va critiquer tout ce qui est justement les biais de confirmation, les croyances dans les statistiques et tout ça. Qu'est-ce que c'est que les statistiques? En rappelant que oui, c'est pas parfait, mais bon, pour l'instant c'est ce qu'on a mieux. C'est avec des limites, mais globalement, c'est mieux que juste le doigt mouillé, quoi. C'est un peu ça. Les limites de comment on les interprète et à quoi il faut faire attention. Les problèmes de corrélation de causalité, le problème de graphique, je vous ai remis là une minute du monde où on a les résultats d'un vote. Vous voyez que là c'est 34%, 34%, mais là c'est déjà 22%, mais on a l'impression que c'est beaucoup moins. Ça fait moins peur comme ça, du coup. Je vous laisse deviner les parties qui étaient derrière. Le cours numéro 6, on présente encore les données, mais cette fois-ci on parle de hasard, de coïncidence, et du coup, comment on évalue notre incertitude face au hasard, et ça, c'est les tests statistiques. Donc évidemment, on ne le fait pas un cours de stats, hein, parce que là, c'est bon, je les perds. Là, c'est plutôt leur faire comprendre pourquoi les statistiques, c'est intéressant, et en quoi ça peut être utile de bien comprendre comment ça marche. Et du coup, je m'appuie notamment sur les bouquins de Nicolas, pour faire ça. Les cours 7 et 8, on est toujours dans des approches un peu plus théoriques, on essaye de bien placer les choses, et donc là, ça va être plutôt sur la rhétorique et l'argumentation. Donc qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement logique? On parle de logique déductive, de logique inductive. On explique ce que c'est que la rhétorique et les différents points de la rhétorique. Qu'est-ce que c'est qu'un argument? Qu'est-ce que c'est qu'un sophisme? Et puis ensuite, on va parler aussi de toutes les manipulations qu'on peut mettre en place pour essayer de convaincre les gens en utilisant des arguments plus ou moins foireux ou des artifices rhétoriques plus ou moins adaptés. Je cite beaucoup Schopenhauer à ce moment-là en disant qui dit que globalement, c'est pas la peine d'avoir raison pour convaincre quelqu'un, il suffit souvent de miser sur son manque de raisonnement. Et que ça marche assez bien. Donc, globalement, je raccourcis, hein, je caricature, la citation est plus longue. On parle d'effet palliation, d'effet foraire, d'effet puits, d'effet impact. On voit aussi tous les différents types d'arguments fallacieux. Vous connaissez la pente glissante, ce genre de choses-là, hein, où qui vole un œuf, vole un bœuf, ce genre d'arguments un peu faciles et qui en fait n'expliquent rien. Mais on voit qu'il y en a tout un bestiaire. Il y a un bouquin là derrière par... comment il s'appelle? Ça y est, j'oublie. Thomas Durand de la tronche en biais, où on s'appuie aussi là-dessus. Et puis l'idée en fait c'est de les amener à bien comprendre que c'est pas parce que c'est convaincant que c'est forcément valide, et c'est pas parce que c'est valide non plus que c'est forcément juste. Donc bien faire la différence entre les différents niveaux d'un argument et à quel point ça doit remporter ou pas notre adhésion. Donc voilà. Et puis après, ça c'est vous voyez qu'on a toute une série de cours comme ça qui placent un peu les choses et puis qui donnent un peu des bases théoriques.
Et puis ensuite, on va essayer d'appliquer tout ça dans des contextes qui sont des contextes qui ont trait à leurs propres études, qui sont normalement d'un intérêt pour eux, parce que ça va avoir quelque chose en résonance avec le cœur de leur métier, en l'occurrence de biologiste. Le premier cours, c'est celui sur la nature et ses dérives. Et donc, qu'est-ce que c'est que la notion de nature, qui finalement est un truc généralement très très mal défini et qui n'est pas d'un intérêt fou en termes de concept. Et puis, on se rend compte qu'en fait, ce concept de nature, il est souvent utilisé pour justifier les choses telles qu'elles sont, et surtout ne rien changer. C'est un peu, c'est par exemple, on parle de l'utilisation dans le débat sur le mariage pour tous, à quel point il y avait des arguments qui disaient bah oui, l'homosexualité c'est naturel, et puis d'autres qui disaient bah non, c'est pas naturel, pour dire qu'il fallait voter ou pas pour le mariage pour tous, alors que dans tous les cas, de toute façon, on s'en tape. Ça n'a aucun intérêt de savoir si c'est naturel ou pas, c'est pas un bon argument. Là, on est en train de savoir est-ce qu'on donne des droits à quelqu'un ou pas, c'est tout. C'est pas un argument qu'il y ait de l'homosexualité chez les animaux ou pas. C'est quoi? Ça n'a aucun rapport avec le débat. Et en fait, c'est montré que c'est souvent le cas quand on essaye d'essentialiser. On parle aussi du problème de sexisme, des problèmes de racisme. Comment en fait on utilise l'argument de nature pour essentialiser les gens et du coup établir une hiérarchie et une domination que la nature n'a rien demandé à personne. Enfin, de toute façon, c'est pas un concept pertinent. On voit aussi comment c'est utilisé éventuellement pour vendre des trucs, beaucoup, notamment. Le cours numéro 10, nos étudiants, ils vont être à la fois dans les sciences de l'environnement, mais aussi dans les sciences médicales. Ils ne sont pas médecins, mais les biologistes de la santé, des choses comme ça. Du coup, on parle un peu des thérapies alternatives, tout ce qui est médecine, machin et complémentaire. Ouais, enfin, voilà, tout un ensemble hétérogène de pratiques qui sont censées mieux soigner. Et du coup, on montre en fait que globalement, quand on prend la littérature, la plupart d'entre elles, elles n'ont pas d'effet, voire un effet potentiellement négatif, notamment en retardant la prise en charge médicale, souvent. Et puis, on parle de l'effet placebo et de toutes les discussions qu'il y a autour de ce concept, qui finalement se résument essentiellement à une réduction de la sensation de douleur, et pas tellement beaucoup plus que ça. Mais c'est intéressant d'en tenir compte, et donc on en parle et on explique en quoi tout ce qu'on a vu avant permet de mieux comprendre ces aspects-là. Et puis le dernier, c'est le moment où généralement on leur casse le moral un petit peu, il faut bien l'avouer. On parle de changement climatique. Bon, c'est quelque chose qui est au cœur de nos formations, hein, évidemment, directement, pour l'aspect biodiversité en particulier. Et donc on leur reprend en fait qu'est-ce que c'est que le travail du GIEC, en leur montrant qu'en fait le travail du GIEC, par rapport à ce qu'on a vu de qu'est-ce que c'est que faire de la science, c'est vraiment le golden standard. On ne peut pas faire mieux que le GIEC, en fait, en termes de qualité de travail scientifique. Cette synthèse argumentée, contradictoire et tout ça, sur l'ensemble des papiers qui sont publiés dans un domaine, c'est le top, quoi. On ne peut pas faire mieux que ça en termes de travail scientifique. Et du coup, si on prend au sérieux ces choses-là, ça veut dire qu'on doit pouvoir faire quelque chose. Et au passage, d'ailleurs, le GIEC a identifié aussi des propositions de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sans attendre et qu'est-ce qui est possible de faire et quelles sont les conséquences de différents types d'actions. Par contre, on se rend compte qu'il y a plein de discours qui sont propagés par plein d'acteurs différents sur surtout ne faisons rien et attendons de voir. Et donc on va déconstruire ces discours-là, comment on détourne la responsabilité, tout ce qui est de toute façon ça ne sert à rien, on n'y arrivera pas parce que nous ne sommes qu'une petite poussière qui ne sert à rien. La petite poussière elle a réussi à changer le climat, mais par contre, elle ne serait pas capable de faire quoi que ce soit contre ce changement, c'est quand même particulier. Enfin, ça nécessite de penser qu'on a à la fois le pouvoir d'induire un changement, mais pas le pouvoir de l'empêcher, ce qui est quand même particulier. Tout ce qui est le technosolutionnisme, et puis tous les discours biaisés, ça va coûter très cher. Donc ça ne vaut pas le coup de le faire. Alors, voilà, donc on utilise tous les outils qu'on a mis en place au début du cours pour appliquer ça à des questions qui sont les questions de nos études. Alors, je vous ai mis ici le seul truc qu'on a essayé de faire, on a essayé de mesurer un petit peu si ça avait un effet. Alors, c'est très très imparfait parce que figurez-vous que moi, je ne sais pas faire des enquêtes. Et qu'on l'a fait avec les quelques collègues, on était 5 à monter ce cours, et on est tous issus des sciences de la nature et médicales. On ne va pas dire sciences dures. Des sciences de la nature et des sciences médicales. Et globalement, ça veut dire qu'on ne sait pas trop bien faire des enquêtes. Ce n'est pas notre job et on ne sait pas bien faire ça. Donc on l'a fait un peu à l'arrache, comme on a pu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de faire des échelles graduées en leur demandant de graduer est-ce qu'ils trouvaient ces arguments plus ou moins convaincants. On a eu à peu près 100 à 150 réponses
Je vous rappelle que ça concerne normalement 700 étudiants. Ça vous montre que déjà l'échantillon est probablement un peu biaisé. Il y a une motivation un peu claire à participer. Et ça va être un problème pour la suite. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que soit ça ne change pas grand-chose, soit quand ça change, ça améliore, mais de façon très marginale. C'est des trucs en vert, là. Encore plus marginal quand c'est en vert foncé. Et il y a même des fois où ça a plutôt changé dans le sens qu'on ne pensait pas, en fait. C'est-à-dire que, manifestement, ils sont moins convaincus que le changement climatique est d'origine humaine après le cours qu'avant. Vous m'accordez. C'est pas une grosse différence, hein. C'est pas extrêmement différent. Mais néanmoins, les résultats sont très mitigés. Après, ce qu'on se rend compte, c'est que globalement, nos étudiants, ils sont déjà assez bons à discerner ce qui est convaincant et ce qui n'est pas. En tout cas, ceux qui ont répondu. D'accord ? Le problème, c'est que je n'ai que les répondants. Ceux qui ont répondu, en fait, ils sont plutôt pas mauvais pour distinguer un argument convaincant d'un argument pas convaincant. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un biais de notre échantillon, c'est-à-dire que les étudiants qui s'intéressent aux sciences ont peut-être une éducation un peu différente ou un attrait un peu différent pour ce genre de questions-là. Donc, est-ce que c'est un biais disciplinaire ? C'est pas sûr, on aimerait bien pouvoir tester ça. Et puis, utiliser des tests nettement plus rigoureux que ceux que nous, on a mis en place. Alors, grâce au Cortex, justement, je sais qu'il en existe pas mal. Alors, j'ai découvert aussi à quel point ces tests, en fait, sont souvent utilisés par des recruteurs et tout ça. Enfin, c'est comme quoi l'enseignement de l'esprit critique peut être aussi récupéré par le marché, ce qui est un peu embêtant. Et puis, il faudrait trouver un moyen de le faire passer à tous les étudiants. Et ça, c'est pas simple parce que un des gros problèmes qu'on a avec ce cours, c'est que certes, il est pour tout le monde, mais en fait, j'ai rarement plus de la moitié des étudiants qui viennent. Et encore, ça dépend des profs, parce qu'on est plusieurs intervenants. Et très clairement, il y a un biais de l'intervenant, mais il y a un intervenant qui se retrouve avec maximum 30 personnes devant, là où il devrait y en avoir 250. Pour vous donner une idée du niveau d'absentéisme qui est assez violent. Moi, je n'ai jamais eu plus de 100, 120 étudiants en face de moi, là où je devrais en avoir 250. Et pourtant, j'essaye d'être gentil, de faire des blagues et tout ça. Comme quoi, ça ne suffit pas. Alors, un des trucs dont on pense que ça fait que c'est pas très, c'est peut-être moins appétant, c'est que d'abord, on a dû faire du tout QCM, du cours magistral uniquement. On n'a pas les moyens de faire du TD parce qu'on n'a pas les bras pour le faire, et que, mine de rien, le faire à tous les étudiants, ça demande beaucoup de bras, et donc beaucoup de sous. Et la fac étant ce qu'elle est, voilà. Hein. Ça coûte un peu cher. Néanmoins, on fait des cours où on leur pose des questions, on les fait interagir avec nous, il y a des questionnaires pendant les cours et tout ça. Donc, les étudiants sont globalement plutôt satisfaits quand ils sont là. Ceux qui viennent et qui répondent au dernier truc, donc qui sont venus jusqu'au dernier cours et qui répondent en live à une petite enquête qu'on fait à ce moment-là, bah, globalement, ils sont plutôt satisfaits, ça leur semble plutôt utile. Ils sont à 70% à dire que ça leur semble utile, voire très utile. Et puis, globalement, ils jugent l'enseignement plutôt bon à très bon, à 70% aussi. Donc, on est plutôt satisfait. Il y en a très peu qui ne sont pas contents. Mais encore une fois, on n'a que ceux qui sont venus. Donc, ceux qui ne viennent pas, en fait, est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits ou simplement ils n'en ont rien à faire? Je ne sais pas. Il y a un autre problème, un autre biais probable, c'est que 2 ECTS, donc c'est pas grand-chose. C'est pas une UE qui est nécessaire pour la suite de leur parcours. Voilà, c'est un très petit coefficient. Et en plus, au début, on a voulu être gentil. On s'est dit, on va surtout pas les emmerder, ça va être une UE. Il suffit de venir pour la valider, quoi. Ça, c'est pas une bonne idée. Effectivement, être positif, c'est bien, mais de temps en temps, manifestement, il faut quand même être un peu négatif, quoi. Juste être positif, ça ne marche pas. J'ai essayé, franchement, on s'est planté. Depuis que c'est plus difficile d'avoir la validation, bah, il y a un peu plus de monde en cours. C'est déprimant. Hein. Perso, je trouve ça très déprimant. Mais bon, voilà. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai de nouveau des étudiants que j'ai eus en L1 depuis plusieurs années là maintenant, puisque moi je fais toute la licence. Je les ai en L3 dans une UE qui s'appelle Histoire des sciences et sociétés, où on revient un peu sur ces notions-là, notamment avec des histoires autour de la place du chercheur dans la société. Et globalement, ce que je me rends compte, c'est que depuis que cette UE existe, globalement les étudiants comprennent mieux ce que je raconte dans cette UE de L3 qu'avant, et sont plus attentifs, et quand je leur pose des questions, il y a des choses qui ressortent beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques années. Donc ça, c'est plutôt positif, j'ai l'impression que ça sert quand même à quelque chose, qu'il y a des choses qui restent, et je me dis que même ceux qui sont venus et qui n'ont pas continué dans leurs études, peut-être qu'il y a quelque chose qui reste, et donc ça n'a pas été complètement inutile, je n'ai pas perdu mon temps, c'est déjà pas mal. Du coup, on continue.
j'ai fini. Je voudrais juste remercier quand même les gens qui m'ont aidé à monter tout ça. D'abord ceux qui m'ont donné tous leurs cours. Quand je dis tous leurs cours, c'est-à-dire qu'ils m'ont passé le PowerPoint de leurs cours directement, comme ça. J'ai juste demandé, est-ce que vous pourriez nous aider? Tiens, prends tout. Et si tu as besoin d'aide, on peut t'aider, on peut t'indiquer de la littérature. Je les ai beaucoup utilisés. Hein. Je n'ai pas arrêté de leur poser des questions, je les ai sûrement un peu saoulés. Mais globalement, ils ont l'air d'être contents quand même. On n'est pas en froid. Je voudrais remercier aussi les 4 collègues avec qui on a monté ça. Vous voyez qu'en fait, on a des sciences d'un peu toute la fac. C'est-à-dire que des gens de biologie écologie comme moi, un collègue directement, des gens qui sont des sciences de la Terre, donc terre ou environnement, et des gens qui sont des vrais biologistes, c'est-à-dire qui font de la biologie moléculaire, des trucs un peu moins rigolos que l'écologie. Nous, on est un petit peu des hippies là-dedans. Hein. On est des sciences molles, des sciences dures. C'est un peu ça. Je voudrais quand même remercier aussi nos institutions qui nous ont permis de faire ça, et on a eu le soutien vachement, en particulier de la fac des sciences, qui nous a beaucoup appuyé pour monter ça. La présidence de la fac a été vraiment très derrière nous, et même elle a tendance à encourager nos collègues des autres disciplines comme la physique, les maths et tout ça, que peut-être ce serait bien qu'ils le fassent aussi. Et ils commencent à venir me voir pour voir si lors de la prochaine rénovation de la licence, ce serait pas mal de peut-être faire un peu ce cours-là aussi pour des physiciens, des mathématiciens, des gens vraiment importants. Je remercie aussi les étudiants qui viennent en cours et qui posent des questions, parce que sinon je me ferais chier. Et puis un petit peu quand même mon labo et ma famille, parce que quand j'ai mis ça en place, j'arrêtais pas d'en parler et j'ai été vraiment heureux. Voilà, je vous remercie pour votre attention.